la notion de beauté doit faire l'objet de deux premières distinctions, ce sont mes deux premières idées. La beauté artistique, ce n'est pas la même chose que la beauté naturelle, c'est le premier point. Et le deuxième point, beauté n'est qu'un des adjectifs qu'on peut employer à côté de beaucoup d'autres. Et je dirais quelques mots de la figure que vous avez sur l'exemplier sous les yeux, la rosace. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Ce sont les deux premières idées, j'y vais. Ensuite, il y en a 6 autres. Alors, la beauté artistique, on admet en général que ce n'est pas la même chose que la beauté naturelle. Une belle fleur n'est pas la même chose qu'un bouquet de fleurs peint par un artiste, ou une fleur unique peint par un peintre. Un tournesol dans la campagne, vous pouvez le trouver beau, ça n'est pas la même chose qu'un tournesol peint par Van Gogh. Van Gogh a peint beaucoup de tournesols. Même si c'est la même fleur, ben, l'une est naturelle et l'autre est peinte. Le rapport n'est pas du tout le même. Alors il y a deux théories artistiques principales, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il y en a deux qui essayent d'expliquer cette différence entre beauté naturelle et beauté artistique, alors même qu'il y a un lien entre les deux. C'est pas séparé, c'est pas la même chose et c'est pas séparé. Il y a une de ces théories qui est très ancienne, très solide et très noble, si on veut, et l'autre qui est récente, qui est noble aussi d'ailleurs, mais qui est nettement moins célèbre. Alors, la plus célèbre des deux théories, c'est celle qui vient en gros d'Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'imitation. Ça consiste à dire que la beauté artistique est une imitation de la beauté naturelle. Il y aurait d'abord la beauté naturelle et ensuite l'artiste, ça peut être le peintre, mais ça peut être aussi le sculpteur, ça peut être le poète, va imiter cette beauté qui existe dans les choses et que l'artiste va transformer. Car l'imitation, on dit souvent mimesis, hein, c'est le mot grec qui veut dire imitation, l'imitation, ça n'est pas la copie. Il ne s'agit pas de copier de manière quasi photographique la réalité. Il s'agit de la transformer. Il y a le regard du peintre et la même fleur peinte par des peintres différents à des époques différentes, ça ne se ressemble pas du tout. Parce que chacun a, pour ainsi dire, son regard sur la fleur. Mais enfin, cette théorie des mimesis dit la beauté est d'abord dans la nature, et ensuite seulement elle est dans l'art. Bon. Il y a une deuxième théorie que j'aime bien, mais qui est beaucoup moins connue, qui est la théorie d'un esthéticien français, d'un philosophe français qui s'appelle Alain Roger, et qu'il appelle, alors le vocabulaire est un peu compliqué, mais je vais l'expliquer tout de suite, la théorie de l'artialisation in visu. J'explique. Artialisation, ça veut dire transformer en art. Quelque chose qui n'est pas de l'art, on le transforme en art. Donc, artialisation. Bien. In visu s'oppose à in situ. In visu, ça veut dire dans le regard, c'est du latin. In situ, ça veut dire sur le site, enfin dans la réalité elle-même. Alors, l'artialisation in situ, c'est un vocabulaire technique, bon, mais ça consiste à aménager un espace urbain, par exemple, en y plantant des arbres de telle sorte que des fleurs, en faisant des parterres, de telle sorte que ce soit beau. Voilà, c'est l'aménagement paysager, si vous voulez. C'est pas ça qui intéresse Alain Roger. C'est très important d'embellir les villes et les milieux, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'artialisation in visu, c'est-à-dire que c'est notre regard qui va donner une valeur artistique à quelque chose qui spontanément n'en a pas. Alors ça, c'est original. Alors, il s'inspire d'une boutade d'Oscar Wilde, l'écrivain anglais de la fin, enfin irlandais d'ailleurs, de la fin du XIXe siècle, qui disait ce n'est pas l'art qui imite la nature, c'est la nature qui imite l'art. Une boutade. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Que veut dire Alain Roger? Il veut dire qu'au fond, la fleur, elle n'est pas belle en elle-même. Ce qui la rend belle, c'est que le peintre l'a peinte. Nous voyons la fleur à travers un regard, notre regard qui n'est pas innocent. Le regard n'est jamais innocent. Un regard qui est, comment dirais-je, configuré, pour ainsi dire, par nos expériences esthétiques. L'idée
et que nous voyons un paysage à travers, un paysage naturel, à travers les peintures de paysages que nous avons pu voir dans les musées, mais également les paysages que nous avons pu voir dans les bandes dessinées, que nous avons pu voir au cinéma, et dans des dessins, enfin bref, il y a beaucoup de sortes d'art qui représentent des paysages. Et quand nous sommes dans la nature, nous voyons les paysages inconsciemment, mais à travers les images que nous avons dans la tête et que nous avons attrapées dans des œuvres artistiques. C'est ainsi, par exemple, que des objets ou des endroits relativement sans intérêt, voire laids de premier abord, comme un échangeur d'autoroute, peut devenir beau dans notre regard. Donc c'est sa artialisation in visu, peut devenir beau dans notre regard parce qu'il nous évoque des films, par exemple. Pas tellement des peintures, non, mais des films, oui. Et donc, notre culture consciente ou inconsciente de nature iconographique, cinématographique, picturale, va venir donner une sorte de clé de vision. Voilà. C'est une théorie intéressante. Alors, elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle ne marche pas bien pour la musique. Elle marche très bien pour la beauté des choses visibles, elle ne marche pas très bien pour la beauté des choses audibles. Parce qu'au fond, ce n'est pas parce que nous aimons le rock, la musique classique, l'opéra, la musique chinoise, ce n'est pas parce que nous aimons ces musiques-là que nous allons entendre différemment le chant des oiseaux, le bruit des cascades. C'est quand même très très différent. Donc cette théorie, elle est un petit peu embêtante. Enfin, elle n'est pas embêtante, elle est un peu limitée. Voilà. Alors, je vous ai donné un texte d'Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, c'est le document numéro 2. Je n'ai pas le temps de le lire, mais il propose un rapport entre beauté artistique et beauté naturelle qui est un petit peu différent. Il distingue ce qu'il appelle des beautés libres et ce qu'il appelle des beautés adhérentes. Ce qu'il appelle une beauté adhérente, c'est la beauté d'un objet, qu'il soit naturel ou qu'il soit artistique, mais qui est lié à, comment dirais-je, une certaine fonction. On en attend quelque chose. Par exemple, la beauté d'un bâtiment, la beauté, je ne sais pas moi, d'une cathédrale, d'un palais, d'un bâtiment administratif, mais qui a été fabriqué par un architecte inventif, la beauté de ces bâtiments est liée à une fonction. Ces bâtiments ne sont pas là pour décorer l'espace urbain. Ils sont là parce que ça sert à quelque chose. Et donc c'est le type même de beauté que Kant appelle adhérente, c'est-à-dire liée à une idée qu'on a d'avance de ce que doit être cet objet. Voilà. En revanche, alors c'est le cas aussi de la musique portant sur un texte. Si vous mettez un poème en chanson, par exemple, bon, un poème d'Aragon, vous mettez Léo Ferré, qui a écrit beaucoup de chansons sur les poèmes d'Aragon, le texte est là. Et Léo Ferré, il change l'ordre des mots, des fois, enfin bon, il modifie un peu le texte, mais enfin quand même, il a choisi ce texte, et ce texte impose certaines contraintes sur la musique qu'il va composer. Donc ça, c'est beauté adhérente. Mais il y a un autre type de beauté, la beauté libre, c'est-à-dire qu'il n'est lié à rien du tout, on n'attend rien de particulier, et on n'a pas d'idée a priori sur ce que la chose doit être. C'est le cas, par exemple, des oiseaux. Quand dans l'exemple de l'oiseau de paradis ou du colibri, vous verrez ça dans le texte que je vous ai donné, alors le botaniste, enfin pas le botaniste, mais le biologiste et l'éthologue a un regard scientifique sur l'oiseau, mais nous, qui ne sommes pas compétents, en tout cas pas moi, sur le corps et la vie des oiseaux, nous les regardons comme des objets dont nous n'avons nulle idée a priori, et qui par conséquent sont pour nous des beautés libres, c'est-à-dire notre jugement, notre regard sur ces objets, les oiseaux, est indépendant de toute idée a priori. Bon, vous voyez, c'est déjà beaucoup de choses un peu complexes, mais c'était ma première idée, et je passe vite à la seconde. La seconde idée, c'est que la beauté, il ne faut pas seulement donc la distinguer entre beauté naturelle et beauté artistique d'un côté, beauté libre, beauté adhérente de l'autre, vous voyez, ça fait déjà deux choses, mais, c'est mon deuxième point, la beauté est un prédicat, comme on dit, parmi bien d'autres. Alors, prédicat, c'est un mot de logicien, mais vous pouvez remplacer ça par adjectif, c'est à peu près pareil. Quand vous dites qu'une chose est belle, en fait, vous voulez souvent dire des choses tout à fait différentes. On emploie l'adjectif beau pour des types de sentiments qu'on a, mais des fois on devrait dire c'est joli, des fois on devrait dire c'est sublime, des fois, enfin, non, beau et sublime on distingue assez facilement dans la langue.
des fois on dit c'est mignon, des fois on dit c'est pas mal, etc., etc. Et tous les mots ont une petite, comment dirais-je, une signification un peu différente. Alors, moi j'aime beaucoup la rosace d'Étienne Souriau, qui était un philosophe de l'esthétique en France au début du XXe siècle. Je voulais photocopier. Il a essayé de mettre en ordre, il a repéré un certain nombre de termes esthétiques, des prédicats ou des adjectifs esthétiques, et il a essayé de les mettre en ordre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de les mettre en ordre. Enfin, si, c'est très intéressant, mais j'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Je vous donne juste le principe fondamental, c'est que plus un mot, un adjectif, un prédicat est éloigné d'un autre, moins ils sont compatibles. Et il a mis tout ça autour d'un cercle. Donc on appelle ça une rosace. Par parenthèse, dans l'indication que j'ai donnée en bas, j'ai mis rosace reproduite, j'ai oublié le E. Voilà. Qu'il faut rajouter. Donc si on prend le diamètre vertical, beau, grotesque. Bon. Grotesque dans l'art, c'est pas péjoratif. Grotesque, c'est un certain type de dessin qu'on peignait beaucoup à la Renaissance et un peu après, qui représente de manière très libre des fleurs ou des animaux imaginaires. Voilà, on appelle ça grotesque, mais c'est pas au sens ordinaire du mot. Bon, mais beau et grotesque, ça ne marche pas ensemble. Et si vous prenez le diamètre horizontal, c'est juste pour vous faire comprendre comment ça marche. Pathétique et fantasque, ça ne marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Pathétique, c'est grave, c'est sérieux, c'est très émouvant. Fantasque, c'est tout à fait autre chose. C'est très imaginatif, ça part un peu dans tous les sens, c'est inattendu, bon, c'est pas du tout la même chose. Mais ce qui m'intéresse le plus, je suis professeur, c'est d'enrichir votre vocabulaire, et à commencer par le mien. Parce que si vous regardez, vous avez là plein de mots, beau, noble, emphatique, grandiose, sublime, lyrique, pathétique, héroïque, tragique, alors pyrique, je dois dire que là c'est un mot très peu utile. En fait, ça désigne un certain type de danse en Grèce. Je ne sais pas pourquoi Étienne Souriau a tenu à le mettre dans sa rosace, parce qu'on ne s'en sert pas très souvent, et même pour ainsi dire jamais. Mais tous les autres sont des mots utiles. Et au fond, vous pourriez faire un petit jeu, c'est vous obliger les unes et les autres dans les 2 semaines qui viennent, d'employer chacun de ces mots au moins une fois par jour, ou par semaine. Bon, voilà. Alors, bon, beau, ce sera assez facile. Bon, pittoresque aussi, ce sera assez facile. Spirituel, probablement. Satirique, ce sera un peu plus compliqué. Pyrique, ce sera impossible. Mais voilà. C'est bien de se dire que le beau, ça ne veut pas tout dire à la fois. Le beau, c'est vraiment une catégorie précise. Alors parfois, on a le droit, bien sûr, d'employer de manière très large, de telle sorte que tout ce qui nous plaît peut être appelé beau, tout ce qui nous plaît sans être lié à des intérêts trop premiers, disons. Bon, mais parfois, c'est bien d'affiner son vocabulaire et de se dire ben, le beau et le joli, c'est pas pareil, le beau et le gracieux, c'est pas pareil. Et même le joli et le gracieux, qui sont juste à côté l'un de l'autre, vous voyez, au nord-ouest de la rosace. C'est une toute petite nuance entre eux, mais c'est quand même pas la même chose. Donc je trouve que c'est intéressant que le beau soit pris dans un ensemble plus vaste. Je passe à ma... Ah oui, j'ai oublié une chose importante. Il n'y a que des valeurs positives dans cette rosace d'Étienne Souriau. Le laid, le monstrueux, le difforme n'en font pas partie. Si on voulait les termes négatifs, alors il faudrait une 3e dimension et un 2e cercle au-dessus avec les termes négatifs. Bon, au-dessus du bon, on mettrait le lait, etc. Bon, ce serait un autre exercice, mais je vous le propose pas. Alors, je voudrais maintenant faire 2 remarques. Ce sont mes idées numéro 3 et 4. Je voudrais faire 2 remarques relativement rapides. L'une, c'est vraiment une question de philosophe, mais les questions de philosophe peuvent être intéressantes. C'est de savoir si quand nous disons qu'une chose est belle, ou qu'elle est gracieuse, ou qu'elle est sublime, ou qu'elle est spirituelle, ou qu'elle est fantasque, bon, quand nous employons donc un adjectif de nature esthétique, est-ce que nous énonçons une propriété réelle de l'objet, comme lorsque nous disons, je ne sais pas moi, qu'il fait 10 cm de haut, ou qu'il est de couleur rouge, bon, ou est-ce que nous énonçons quelque chose que l'on ne peut pas démontrer parce qu'il ne fait pas partie des propriétés réelles de l'objet. Alors, en vocabulaire philosophique, on se demande si on est réaliste ou non réaliste. C'est comme ça qu'on dit. Le réaliste est celui qui dit
que la propriété beau, ou fantasque, ou satirique, ou lyrique, fait partie de l'objet naturel ou artistique dont on parle. Et quand on n'est pas réaliste, on dit non, c'est une illusion, c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Alors, spontanément, on est réaliste. Je pense que spontanément, tout le monde, en disant qu'une chose est belle, ou qu'une chose n'est pas belle d'ailleurs, pense spontanément que c'est une propriété qu'il a découverte dans l'objet et qui appartient aussi sûrement à l'objet que sa taille ou sa couleur. Je pense qu'on est spontanément réaliste. Ce réalisme d'ailleurs, ce réalisme esthétique, il a une longue tradition derrière lui, depuis Aristote. Et la plupart des philosophes de l'art sont réalistes, du moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, deux auteurs, Hume d'un côté, qui est un philosophe écossais, et d'autre part Kant, dont on vient déjà de parler, philosophe allemand, avec des raisonnements différents, mais disent non, tous les deux soutiennent une position non réaliste. Ils disent la beauté n'appartient pas à l'objet, la beauté c'est une réaction du sujet à l'objet qu'il a devant lui. Ça consiste à dire que nos jugements esthétiques, un jugement esthétique c'est quand on dit cette fleur est belle, ce tableau est pittoresque, je cherche un autre adjectif, et cette sonate est pathétique. Bon, ça ce sont des jugements esthétiques. Eh bien, les anti-réalistes disent que les jugements esthétiques ne décrivent pas une propriété de l'objet. Je peux dire qu'une sonate dure 17 minutes quand elle est jouée par tel pianiste, par exemple. Ça, c'est l'objectif, on peut mesurer. Mais si je dis qu'elle est pathétique, ça, non, c'est un jugement dont on peut discuter. Bon, c'est ce que disent les anti-réalistes. Bon, alors en même temps, ils ne sont pas relativistes, ils ne disent pas chacun son goût, chacun pense ce qu'il veut, et il n'y a pas de discussion possible. Ce serait, en effet, si vous sortez d'un concert ou d'une salle de cinéma, vous avez envie de discuter avec les amis avec qui vous y êtes allé, vous ne serez d'ailleurs pas d'accord, mais vous aurez le sentiment que vous devriez être d'accord, en tout cas on a souvent ce sentiment-là. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails des arguments, mais quelqu'un comme Kant, par exemple, dira, quand je juge de manière, comment dirais-je, correcte, d'une chose belle, en fait, la beauté ne lui appartient pas. La fleur ou le tableau, ici, il n'y a pas de différence entre l'artistique et le naturel pour l'interprétation du jugement. La beauté ne lui appartient pas, mais je juge comme si, je ne juge pas avec mes sentiments personnels, avec mon histoire personnelle, je juge comme si j'étais tout le monde. Je juge à la place de tout le monde. Je me dis qu'il y a quelque chose dans cet objet qui suscite un certain type de sentiment que, au fond, tout le monde devrait éprouver, un sentiment de plaisir, d'un plaisir particulier, mais un sentiment de plaisir que l'on éprouve devant une chanson qui nous paraît belle, un tableau qui nous paraît beau, un film qui nous paraît formidable, etc. etc. Bon, je ne développe pas, je veux juste indiquer, c'était un troisième point, qu'il y a cette discussion-là sur la beauté. Ma quatrième idée, c'est une remarque sur les arts contemporains. Je mets les arts contemporains au pluriel, on dit très souvent l'art contemporain, mais ça ne veut pas dire grand-chose, et même je crois que ça ne veut rien dire quand on dit l'art contemporain. D'abord, quand on dit l'art contemporain, on pense aux arts plastiques, à la peinture, bon, mais il y a toutes sortes d'autres arts qui sont aussi contemporains, comme la musique, comme la danse, comme les jeux vidéo, comme toutes sortes de choses. Bon, premier point, et surtout deuxième point, quand on dit l'art contemporain, on met tout le monde dans le même sac. Or, les artistes contemporains font des choses extraordinairement différentes les uns des autres, même quand ils sont d'avant-garde, ou même quand ils sont transgressifs, ou même quand ils font des choses qui, comment dirais-je, qui cassent les codes, comme on dit. Bon, donc il faut mieux employer l'expression au pluriel. Alors, ma petite remarque, c'est les arts contemporains ne mettent pas le beau au premier rang de leurs préoccupations. Massivement, c'est vrai. C'est pas vrai pour tous, mais massivement, c'est quand même vrai. On a longtemps défini l'art par le beau. Très très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible.
Mais ça ne veut pas dire que les arts contemporains produisent des choses laides, je ne le crois pas du tout. Ça ne veut pas dire que les artistes contemporains veulent produire des choses laides, je ne le crois pas du tout. Simplement, leur premier souci n'est pas de créer des choses belles. Il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs esthétiques et qui du coup ne sont pas sur le dessin La Rosace d'Étienne Souriau. Il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs d'inventivité, qui sont des valeurs de déplacement, qui sont des valeurs d'appropriation, qui sont des valeurs d'ingéniosité. Je prends juste un exemple d'une artiste que j'aime beaucoup, Veronica Janssens, qui fait des œuvres d'art avec du brouillard. C'est pas évident de faire des œuvres d'art avec du brouillard. Bon, alors les brouillards dont elle se sert, c'est pas le brouillard qu'on voit le matin au-dessus de la mer. Les brouillards, ils sont produits artificiellement, ils sont colorés par des sources colorées. Vous entrez dans un cube dans lequel vous vous engagez à rester 10 minutes, parce que vous allez avoir le temps de faire l'expérience, et vous avez des espèces de jets de brouillard de couleurs différentes qui forment des sortes de tourbillons, de mélanges assez surprenants. C'est extrêmement stupéfiant, c'est quelque chose de tout à fait inventif, de tout à fait étonnant. C'est une artiste contemporaine, je la cite parce que je peux expliquer assez rapidement ce qu'elle fait, ça peut vous donner une petite idée, et peut-être un peu l'idée de voir ce qu'elle fait si... C'est pas très fréquent qu'on puisse faire cette expérience, hein. Il faut être au bon endroit au bon moment, c'est pas exposé dans un musée, hein. Il faut qu'elle décide pendant 15 jours de mettre sa boîte à brouillard dans un endroit où on se trouve soi-même. Bon. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, elle ne cherche pas le beau, mais en fait c'est beau. Je ne pense pas que son idée première, elle a envie de travailler ce matériau, le brouillard, qui est a priori le plus rebelle à une mise en œuvre artistique. On vous dit faites une œuvre d'art avec du brouillard, vous dites mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Voilà. Elle invente un truc comme ça. Vous voyez, l'inventivité, je crois vraiment que c'est un ressort extraordinaire des arts contemporains. Voilà. Deuxième artiste que j'aime beaucoup, et je m'en tiendrai là, dans les artistes contemporains, c'est Bill Viola, le vidéaste, qui fait des choses extraordinaires, je trouve. Bon, par exemple, il enregistre, comment dirais-je, une scène entre deux personnes qui dure, mettons, 15 secondes de temps réel, et il va la projeter en l'étirant sur 10 minutes. Voilà. Il dilate comme ça le temps. Et vous voyez ces deux personnes, je ne sais pas, qui se rendent visite, qui s'embrassent, bon, enfin, un truc très simple, hein, très banal de la vie. Alors parfois il s'inspire de tableaux, de la Renaissance, des choses comme ça, mais bon, c'est juste l'idée qui m'importe ici. Et puis, il a l'idée de ralentir comme ça. Et alors d'un seul coup, vous voyez le temps, vous voyez l'expérience de mouvement de manière totalement différente. Vous voyez, voilà. Et moi je trouve ça beau, même si son idée c'était de faire quelque chose avec la dilatation du temps, ce que les moyens techniques permettent. Alors je passe vite maintenant à ma cinquième idée. Vous voyez, on avance quand même. 3 concepts de la beauté artistique. Alors je conclurai tout à l'heure en disant qu'il y en a beaucoup plus que 3. Mais 3, ça ne suffit pas aujourd'hui. Et les 3 concepts que j'ai en vue, c'est la beauté plastique, disons peinture, sculpture, cinéma éventuellement. Je dis éventuellement parce que le cinéma est mêlé à de la musique, à un drame, à des paroles, donc c'est plus complexe. La beauté poétique et la beauté musicale. Mon idée, elle est peut-être fausse, hein, mais mon idée c'est que la beauté musicale est plus compliquée à comprendre que la beauté picturale ou poétique. Pour une raison, pour la raison suivante, la musique, à mon avis, plus longtemps que les autres arts, a été liée à des fonctions sociales. La musique, dans de nombreuses civilisations, et pendant très longtemps, était une musique liée à la guerre, au travail, à la politique. Pensez aux hymnes nationaux, bon, c'est pas l'essentiel de la musique naturellement, mais c'est juste pour donner une idée. À la danse comme phénomène social, et bien sûr à la religion, aux différentes religions. Et donc, les musiques, il y a aussi la musique qu'on appelle la musique de table, c'est-à-dire la musique de fond sonore, disons. Bon, voilà. Et de nos jours, la musique est très souvent liée à des fonctions sociales, qu'on peut d'ailleurs critiquer. La musique qu'on entend dans les supermarchés, les musiques d'ascenseur, les musiques de publicité, la musique militaire, etc., etc., etc. Tout ça,
Ce sont des musiques qui ont une fonction. Bon, je ne les critique pas, mais je veux dire, il a fallu du temps pour qu'on invente une musique qui, au fond, ne sert à rien. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle, en général, la musique absolue. C'est une expression qui est née au XIXe siècle. Bon, c'est intéressant, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais si vous prenez le catalogue d'un très très grand compositeur comme Jean-Sébastien Bach au XVIIIe siècle, on peut distinguer chez lui une part énorme de musique qui a une fonction d'enseignement, une fonction religieuse, une fonction, disons, d'entraînement, je ne sais pas comment dire, et puis une part de musique totalement libre, totalement voilà, sans finalité. Voilà. On retrouve d'ailleurs la distinction de Kant entre la beauté adhérente et la beauté libre. On pourrait dire qu'il y a une musique adhérente et une musique libre. La musique adhérente, c'est celle qui sert à quelque chose, la musique libre, c'est celle qui ne sert à rien. Voilà. Il a fallu du temps pour qu'apparaisse pleinement une musique dégagée de toute fonction repérable, une sorte de musique que l'on fait pour elle-même, alors que je pense que pour la poésie ou pour la peinture, le temps n'a pas été tout à fait le même. Mais la vraie raison de la différence n'est peut-être pas celle-là. Je veux dire, d'un côté, beauté poétique et beauté picturale, et de l'autre côté, beauté musicale. Il me semble que la vraie raison, ou l'autre raison, c'est qu'au fond, la beauté picturale et la beauté poétique sont appuyées sur des choses tangibles, sur des choses réelles. La beauté plastique, elle est appuyée sur le visible, sur la visibilité. C'est une beauté qui se donne à voir. La beauté poétique, elle est appuyée sur le langage. Elle se donne à entendre. L'homme, je veux dire, l'homme, la femme dans leur vie, ils entendent, ils voient. Le langage, évidemment, la perception visuelle, évidemment, font partie fondamentalement de notre existence. La musique, c'est un peu différent. Et en partie, alors je ne peux pas développer cette idée, elle serait trop longue, mais je m'intéresse effectivement beaucoup aux instruments de musique, et ce qui m'intéresse dans les instruments de musique, c'est que la musique, elle est Solar, qui fabrique des machines pour produire son matériau. Le plasticien, il trouve des matériaux dans la nature, il les élabore, que ce soit des pigments pour faire des couleurs, que ce soit de la glaise ou du marbre pour faire des statues, enfin, il trouve les matériaux dans la nature. Mais le poète, il a la langue, il la trouve dans la culture, mais la langue est là, c'est pas lui qui l'invente. En revanche, le musicien, il ne trouve pas le son du hautbois, du violoncelle ou du saxophone dans la nature. Non. Et le musicien, à part quelques exceptions très intéressantes, mais tout à fait minoritaires, le musicien ne se sert pas du chant des oiseaux, du bruit des cascades ou du bruit du vent dans les arbres. Il se sert de sons qui ont été fabriqués artificiellement par des petites machines qui ont été fabriquées par des artistes qui sont les luthiers, les facteurs d'instruments, et ces petites machines, ça s'appelle des instruments. Une guitare, un saxophone, un clavecin, il y en a des milliers. Ça fait une différence. Et maintenant, mes trois dernières idées, 6, 7, 8, je vais dire quelques mots de chacun de ces concepts de beauté, trois concepts de la beauté artistique, donc la beauté plastique, la beauté poétique et la beauté musicale. En essayant, enfin, vous voyez, j'essaie d'expliquer pourquoi leur statut n'était pas tout à fait le même. Alors, au fond, la beauté plastique, c'est peut-être la plus facile à comprendre. Le concept de beauté picturale ou sculpturale, la beauté en peinture et en sculpture, c'est peut-être la chose la plus facile à comprendre. Et je vais dire d'ailleurs que mes collègues qui font de la philosophie de l'art, je ne les critique pas, mais la plupart du temps, quand ils parlent d'art, ils pensent à la peinture et à la sculpture. D'ailleurs, quand on dit un livre d'art, tout le monde pense à un livre avec des images représentant des monuments, des sculptures, des peintures, des photographies, des photos de photos dans le livre. On pense à des choses plastiques, visuelles. Quand on dit livre d'art, on ne pense jamais à la musique, ni même à la danse d'ailleurs. Il faut qu'on puisse photographier la danse. Photographier la musique, c'est pas possible. Ça peut s'enregistrer, mais ça ne se photographie pas. Il y a une sorte de primat du visible. Comme si l'homme, la femme, était d'abord un être qui voit avant d'être un être qui entend. Bon. Moi, ça m'agace un peu, et je pense que c'est important
comment dirais-je, de mettre l'ouïe, l'audition, aussi haut que la vision dans la conception que nous avons de notre sensorialité, de notre sensibilité. Alors, la beauté plastique, j'aimerais vous lire le récit, bien entendu mythique, concernant l'origine du dessin. Le dessin naît de l'amour, il faut que je retrouve juste... voilà. C'est le document numéro 3. C'est Pline l'Ancien, donc un auteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui nous raconte le mythe suivant. C'est un beau mythe. Le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l'art de modeler des portraits en argile. Cela se passait à Corinthe, et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme. Celui-ci partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d'une lanterne. Son père appliqua l'argile sur l'esquisse, en fit un relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries après l'avoir fait sécher. Alors c'est un mythe, mais c'est un beau mythe. La première à avoir inventé le dessin, c'est une jeune fille amoureuse. Elle trouve que son amoureux est un beau jeune homme. Il s'en va. Elle dessine son visage. Voilà. Alors là, c'est une copie, hein, c'est pas encore une mimésis, ce sont une imitation qui interprète. Mais il y a quand même une idée extraordinaire. Il faut avoir cette idée-là. Bon. Et son père récupère l'idée, se l'approprie, et d'ailleurs passe des 2 dimensions du dessin aux 3 dimensions de la sculpture. Il y aurait beaucoup à commenter là-dessus, je ne le fais pas. Mais je trouve que c'est une belle idée, même si elle est mythique, que le dessin, qui est peut-être l'origine de tous les arts, soit né de l'amour. Bon. Saint Thomas d'Aquin, qui était un théologien du XIIIe siècle, disait qu'il y a 3 caractères dans la beauté. L'intégrité, la proportion, et ce qu'il appelait en latin la claritas, c'est-à-dire l'éclat. Alors, l'intégrité, la Vénus de Milo, vous savez, à qui il manque 2 bras, Saint Thomas, si vous l'avez connue, il ne la connaissait pas, aurait sans doute considéré qu'elle ne pouvait pas être belle, parce qu'elle n'était pas complète. Bon. Mais je ne m'arrête pas à ça. Deuxièmement, la proportion. Ça, c'est une idée très, très, très classique. Que la beauté plastique, c'est la bonne proportion. Alors, ça ne veut pas dire la proportion géométrique stricte, hein, bon, mais un rapport qui est à la fois intellectuel, sensible, entre les éléments d'un tout. Bon, il ne faut pas qu'il y ait un membre qui soit trop gros par rapport aux autres, mais il peut y avoir une marge de manœuvre. Je développe pas. Et le 3e élément, il est très intéressant, la claritas, l'éclat. Pour qu'une chose soit belle, pour qu'une œuvre plastique soit belle, il faut qu'elle soit éclatante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut penser, on rajoute des couleurs. C'est vrai. Donc le dessin peut être amélioré, si on veut, en ajoutant des couleurs. Il y avait d'ailleurs un débat au XVIIe siècle pour savoir si dans une peinture, le plus important c'était le dessin ou si c'était la couleur. Il y a eu des discussions énormes à l'époque sur cette question qui n'est pas du tout idiote. Hein. Regardez les bandes dessinées par exemple et posez-vous la question, est-ce que chez tel ou tel artiste, c'est le dessin qui importe le plus ou la couleur? Bon, vous savez ce que c'est que la ligne claire, mais justement il y a des auteurs de BD qui n'aiment pas du tout la ligne claire. Bon, voilà. Là où, je ne vais pas répéter à chaque fois, je ne développe pas. Bon. En tout cas, la claritas pour saint Thomas, la clarté, l'éclat, c'est pas seulement le fait d'ajouter des couleurs, c'est aussi une sorte d'éclat qui vient de la chose elle-même, du dessin que vous avez fait, ou de la sculpture, ou pourquoi pas de la musique. Bon, mais enfin ici on parle de beauté plastique. Je passe à la beauté poétique. La beauté poétique, c'est un peu plus énigmatique, mais je pense qu'elle est enracinée dans nos pratiques usuelles du langage. La beauté poétique, elle est liée au jeu. Les enfants aiment jouer avec les mots, nous aussi. Hein. La métaphore. Aristote disait que la beauté poétique, c'était d'abord, enfin, c'était pas d'abord, c'était en partie la métaphore.
le fait de faire dire un mot autre chose que ce qu'il veut dire. Bon, c'est ça une métaphore. Et donc, il y a cette idée d'un jeu avec les mots, voilà. Il y a aussi l'idée d'une densité expressive. La poésie, c'est le contraire du bavardage. Mon discours présentement, il n'est pas poétique. C'est pas que je bavarde, non, mais je vous tiens un discours qui essaye d'être argumenté, je me répète, j'hésite un peu, parfois le mot que je choisis n'est pas le bon, je me corrige, bon, c'est comme ça quand on parle, même en étant assez concentré, en ayant préparé son propos. Le poète, c'est pas ça. Le poète, chaque mot compte, il a exactement un poids qui est le sien. Il y a une densité, parfois c'est un petit peu obscur, précisément parce que c'est dense. La beauté poétique, elle est liée à ces jeux, ce jeu avec la langue, cette manière de faire parler une langue différemment de la façon dont on parle dans la vie quotidienne. Hein, la poésie n'est pas une activité de la vie quotidienne, mais c'est une activité qui peut éclairer la vie quotidienne. Et je vous ai donné un texte de Montaigne, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Je vous ai donné une traduction, je vous ai donné le texte original et la traduction en français moderne, parce que c'est vrai que le texte original, c'est pas forcément évident. Mais je vais quand même lire le texte original. C'est la gaillardise de l'imagination qui élève et honte les paroles. La gaillardise, bon, c'est à la fois l'énergie, l'audace, l'inventivité, le culot même. Bon. Elle signifie plus qu'elle ne dise. Ça, c'est une très belle formule pour définir la beauté poétique. Elle signifie plus qu'elle ne dise. Le maniement et emploi des beaux esprits, c'est-à-dire les grands écrivains, donne prix à la langue, non pas en l'innovant, et donc il ne s'agit pas de, comment dirais-je, d'inventer des mots nouveaux, non, pas du tout. Il faut prendre les mots tels qu'ils sont, mais les travailler de telle façon à leur faire dire quelque chose de plus profond, hein, etc., etc. Ils n'y apportent point des mots, mais ils enrichissent les leurs, apesantissent et approfondissent leur signification et leur usage, lui donnant des mouvements inaccoutumés, mais prudemment et ingénieusement. En notre langage, c'est-à-dire dans la langue française, je trouve assez d'étoffe, mais peu de façon. L'étoffe au sens du couturier, hein, et la façon au sens du couturier. Bon, la langue est au fond un bon tissu, mais il faut tailler dedans de bons vêtements. C'est ça la façon. Et donc, le poète est celui, c'est au fond le couturier de la langue, qui est capable, avec une langue que nous partageons tous, de faire quelque chose de beaucoup plus original que le vêtement habituel. Et j'aime beaucoup la dernière phrase dans l'extrait que je vous ai choisi, les formes de parler, les expressions, donc comme les herbes, bon, les herbes, ça veut dire toutes les plantes hein, à l'époque, s'amendent et fortifient en les transplantant. On transplante une expression dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est la métaphore. Ce sont ce qu'on appelle les figures de rhétorique. J'en viens pour conclure à la beauté musicale, qui est, je crois, la plus complexe. Et je suis moins sûr de ce que je veux dire sur la beauté musicale que sur les deux premières choses, parce que c'est beaucoup moins travaillé. Il faut bien dire que la beauté poétique ou la beauté picturale, sur lesquelles il y a beaucoup d'idées, de livres, d'articles, il y en a beaucoup moins sur la beauté musicale. Parce que c'est pas si évident que ça que la musique soit belle. Ma petite théorie à moi, c'est que la musique, c'est d'abord quelque chose qui nous attrape. Il y a comment dirais-je, qui nous attrape au sens où elle nous met un peu sous emprise. Ça vous arrive tous, quand vous tombez amoureux d'une musique, de l'écouter en boucle, à peine c'est fini, vous recommencez. Bon, vous ne faites pas ça avec un poème, vous ne faites pas ça avec un roman, vous ne faites pas ça avec une peinture ou une photographie, vous ne faites pas sans cesse. Il n'y a pas d'expérience en boucle, je crois, concernant les peintures, les sculptures, les romans ou les poèmes. Il y a une expérience en boucle avec la musique. Bon. C'est tout à fait banal, tout le monde, moi aussi. Hein. On écoute pendant 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour la même chanson, le même mouvement de sonate, le même air d'opéra, le même bon. Puis au bout de 3 semaines, on n'en peut plus, on arrête, puis on recommencera 5 ans après. Bon, alors, c'est normal, mais ce n'est pas le meilleur rapport qu'on puisse avoir avec la musique. Mais je pense que c'est de là dont il faut partir pour comprendre la beauté musicale. La musique est d'abord une emprise. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a si longtemps été fonctionnelle, comme je le disais tout à l'heure.
c'est parce que la musique a une emprise sur les corps et sur les âmes. S'il y a tant de musique militaire, c'est parce qu'envoyer les soldats au combat, c'est plus facile avec de la musique, avec de la peinture ou avec de la poésie. Bon, la musique, elle vous attrape. Et je crois que la beauté musicale, on la comprend à partir de cette expérience d'emprise que la musique a sur nous. Et il me semble qu'on arrive à un rapport peut-être meilleur. Je ne veux pas mettre de morale. Quand je dis meilleur, ce n'est pas du point de vue moral, parce qu'il n'y a pas de morale là-dedans, mais c'est du point de vue artistique. On arrive à un rapport artistiquement meilleur avec la musique, on résiste un peu à son emprise, et qu'on essaye de l'écouter, pour ainsi dire, pour elle-même, et non pas pour les émotions qu'elle suscite en nous. Parce que la plupart du temps, ce qu'on aime dans la musique, ce sont les émotions que suscite en nous. On s'aime soi-même à travers la musique. Et ça peut être pas mal de se dire, j'oublie mes émotions, je me mets à distance et j'écoute la musique comme si elle ne me faisait rien. Et peut-être que là, on va avoir un rapport différent et peut-être arriver à quelque chose comme la beauté musicale. Je ne suis pas sûr de la vérité de ce que je dis, je vous propose comme un thème de réflexion, et il y a peut-être quelque chose à tirer de cela. Et j'aimerais conclure avec les deux textes 6 et 7 que je vous ai donnés, qui marchent ensemble. Alors qu'ils ont l'air de dire des choses totalement différentes. C'est le texte de Vladimir Jankélévitch sur l'improvisation. Je suis complètement perdu dans mes papiers. Bon. Ah, je ne suis pas si perdu que ça. Vladimir Jankélévitch, beau texte sur l'improvisation musicale. Je ne lis pas tout parce que je n'ai pas le temps. Ligne 3. Dans la solitude créatrice de l'invention, les constructeurs les plus méthodiques ont nécessairement commencé par improviser. On commence toujours par improviser. Et c'est particulièrement vrai en musique. Même quand on joue un morceau écrit, même dans la musique la plus classique, bah, c'est pas mal de se faire un peu les doigts sur la harpe, la guitare, la flûte, le piano, tout ce que vous voulez. Bon, c'est ce qu'on appelle préluder. Bon, se mettre en doigt, par exemple. Et ensuite on joue. Alors ça, c'est pas de l'improvisation au grand sens du terme, mais ça veut dire qu'avant de commencer à faire de la musique, c'est bien de se mettre en situation de disponibilité, donc d'improvisation. L'improvisation, dit-il plus loin, est le commencement du commencement. Alors, la musique n'est pas comme la dissertation. Certaines et certains d'entre vous font des dissertations. Bon, mais la musique, c'est autre chose, nous dit Jankélévitch. Il était professeur de philosophie aussi, donc il a aussi donné des sujets de dissertation à ses étudiants. Mais la musique, c'est autre chose. La musique n'est pas comme la dissertation, un itinéraire pour arriver à destination dans le minimum de temps. Elle est une vélocité qui l'envie, une flânerie qui s'empresse en vue de la vitesse, etc. Le détour et le chemin lui-même. Quant au texte d'Alfred Schütz, qui était un sociologue et aussi philosophe, je ne vais pas le lire, je vais le résumer. Il emploie deux mots qui sont inhabituels pour vous, polythétique et monothétique. Ces mots ont l'air un peu effrayants, ils ne le sont pas du tout. Pothésis en grec, ça veut dire poser. Polythétique, ça veut dire passer par étapes. Et monothétique, ça veut dire poser une seule fois. Monos, tout seul. Bien. Toute démarche intellectuelle, de quelque nature qu'elle soit, est polythétique. Toute démarche par nature passe par plusieurs étapes. Si vous démontrez un théorème, étape 1, étape 2, étape 3, et puis à l'arrivée, vous avez démontré le théorème. Mais si vous démontrez un théorème, une fois que vous avez fait la démarche qui est polythétique, step by step, étape après étape, vous pouvez isoler le théorème, vous pouvez le détacher, et vous pouvez l'envisager en lui-même. Vous connaissez tous le théorème de Pythagore, vous pouvez le démontrer, mais pour l'avoir dans votre esprit, vous n'avez pas besoin de le démontrer à chaque fois. Vous pouvez le détacher. Bon. En revanche, la musique, elle est polythétique dans sa démarche, comme toute chose, c'est-à-dire que c'est note après note, mesure après mesure, accord après accord, donc c'est polythétique, mais vous ne pouvez pas passer à l'étape monothétique, c'est impossible. Quand vous avez terminé de jouer votre morceau, de le chanter, vous ne pouvez pas détacher quelque chose. Vous ne pouvez pas détacher le dernier accord, comme si résumait toute la musique. Vous ne pouvez pas résumer une musique, et vous ne pouvez pas détacher une conclusion. On peut résumer un raisonnement, par exemple, tout ce que je dis aujourd'hui, on pourrait peut-être le résumer en plus bref, bon, sans doute même. Donc on pourrait passer du polythétique à quelques conclusions monothétiques, mais un morceau de musique, c'est impossible.
Et donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, il y a peut-être un rapport entre le caractère non monothétique de la musique et le fait qu'on l'écoute en boucle. J'y pense brusquement maintenant, j'y avais jamais pensé. C'est grâce à vous. Voilà, peut-être que quelque chose de la beauté musicale est à penser en rapport avec ce caractère polythétique de la musique, non seulement dans sa démarche, comme toute chose, mais aussi dans sa structure. Je conclus. J'essaie de vous présenter très rapidement 3 concepts de la beauté artistique, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai pris 3 arts simples, je veux dire 3 arts qui ne font appel qu'à eux-mêmes. La peinture, mettons, la poésie et la musique. Mais dès que vous combinez les arts, ça se complique. Quand vous avez à la fois poésie et musique, vous avez à la fois beauté poétique et beauté musicale. C'est une chanson, j'ai évoqué Léo Ferré chantant Aragon. Et si on prend en compte le cinéma, alors là, on a tout. On a du texte, on a des mouvements, on a des intrigues, on a de la musique, on a des images, et donc il y a peut-être des concepts de beauté cinématographique plus compliqués encore que ceux que je vous ai dit aujourd'hui, mais je pense que pour aujourd'hui ça suffit. Merci.